Ok, bonjour à tout le monde. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui pour voilà, c'est un moment que nous avons tous attendu. Ça fait quelques jours que nous avons annoncé en fait cette discussion de ce matin et voilà, nous l'avons promis, nous sommes là. Nous sommes aujourd'hui donc le 27 juin 2020 et nous allons parler d'un sujet assez intéressant. Voici un bon moment maintenant que nous parlons de cette crise sanitaire avec le Covid-19 et cette crise sanitaire en fait a entraîné beaucoup de changements, de bouleversements au niveau du monde entier. Et on a vu par exemple que voilà, tous les déplacements ont été supprimés presque avec la fermeture des aéroports et des frontières. Il y a eu la notion de confinement partiel ou total en fonction des différentes stratégies qui ont été déployées. On a connu ce qu'on appelle la distanciation sociale, le port du cache-nez est devenu presque obligatoire. Il faut se désinfecter systématiquement les mains, les articles qu'on achète, on désinfecte les grandes surfaces. On a vu également qu'au niveau économique, cela a provoqué de façon générale un ralentissement en fait, de l'économie, avec tout ce qu'on a vu, les congés forcés, les chômages techniques, le distanciement du personnel, mais par contre, on a vu un bond économique dans différentes industries comme le digital, la grande distribution, l'industrie pharmaceutique et tout. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on assiste à un changement profond du monde entier. Et donc, la question que nous, on se pose ce matin, c'est quelle sera la place de l'Afrique dans ce nouveau monde qui ouvre ses portes? Et donc, pour en parler ce matin, nous allons aborder le thème COVID-19, opportunités ou menaces pour l'éclosion du potentiel de la jeunesse africaine. Je ne suis pas seul, je suis avec des personnes de grande valeur que j'admire, que je respecte. Et voilà, je suis avec Gloria, je suis avec le docteur Kéré, je suis avec Morel Aguia. Et je ne vais pas, voilà, je vais pas porter la charge en fait de les présenter. Ils se connaissent mieux qu'eux-mêmes. Je ne veux pas faire d'impair ou d'impasse en fait ce matin. Donc je vais leur donner la parole. Et donc on va commencer avec Morel. Donc, Morel, en quelques mots, tu vas te présenter, tu vas nous dire qui tu es pour que voilà, tout ce public, les personnes qui sont là ce matin puissent savoir qui tu es. D'accord. Bonjour à tout le monde. Bonjour Daniel, bonjour docteur, coucou Gloria. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Morel Aguiar, je suis béninois. J'ai étudié la chirurgie dentaire, une première partie au Bénin, et ensuite je suis allé à Dakar pour poursuivre. Donc, ce que j'aime faire en fait, c'est d'utiliser le digital pour l'amélioration de ma communauté. Donc, à travers le digital, j'ai plein d'autres activités que je fais, mais pouvoir m'investir dans la communauté, c'est réellement ce que je préfère. Voilà. Donc, en quelques mots, c'est un peu moi ça. J'ai parlé de mes études rapidement et de ce que j'aime faire avec le digital parce que, voilà, là, on est en train de faire une réunion en ligne. Ok. Merci et bienvenue, Morel. Donc, on Merci va aller pour avec l'invitation. docteur Eric Kéré. Tu as toute la place, docteur. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin pour discuter. Merci pour cette opportunité de discuter d'un sujet aussi important. Moi, c'est Eric Nazendikouba Kéré, je suis burkinabé. D'un point de vue académique, j'ai un doctorat en sciences économiques obtenu en France, mais je tiens à préciser que j'ai fait la majeure partie de mes études au Burkina, dans nos universités, dans nos écoles, pour dire que le socle de ma formation, c'est au Burkina et tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à la formation, à la bonne formation qui est dispensée dans nos différents pays. D'un point de vue professionnel, je suis évaluateur senior à la Banque africaine de développement que j'ai intégré dans le cadre du programme des jeunes professionnels. Ce que moi j'aime faire plus, en fait, c'est beaucoup plus la recherche, m'amuser avec les données, essayer de comprendre les choses et essayer d'en tirer en fait les mesures de politique économique. Merci. Excellent, bienvenue, docteur. Je Merci. pense qu'il y a Gloria qui a quelques soucis techniques, donc elle va nous prendre en cours. Et la première question en fait, que je veux vous poser ce matin, et avant de poser cette question, je veux donner quelques directives pour les personnes qui nous suivent. Nous allons discuter un peu ce matin et juste après, nous allons prendre en fait les questions qui viennent de votre part. Donc, n'hésitez vraiment pas à mettre vos questions dans le chat, et on prendra en fait vos questions. Nous sommes là pour 1 heure de discussion et sentez-vous libre, nous sommes une famille. Donc, la première question que je veux poser, en fait, c'est, je la pose en fait à Morel. Bon, Morel, tu es jeune comme moi. Et je veux en fait savoir comment est-ce que tu as vécu en fait
la situation à Covid-19, les bouleversements en fait qui ont été vécus et tout. Comment est-ce que personnellement tu as abordé en fait cette question? Ok, il y a eu plusieurs phases par lesquelles je suis passé. Le Covid ou la Covid, peu importe comment on l'appelle. Au début, je maudissais en fait cette maladie et toutes les conséquences qui en résultaient. Parce que de base, j'étudie à Dakar, mais je suis rentré à Cotonou pour quelques temps, histoire de faire quoi, 2 mois maximum. Sauf que j'arrive et la semaine d'après, les frontières sont fermées en Europe. Je me dis, OK, bon, j'en sais rien, ça va rester là-bas. Et la semaine qui a suivi, les frontières ferment également sur notre territoire. Donc là, je me rends compte que mon séjour ne va pas se passer comme prévu parce que je devais rencontrer sur place ici des gens qui devaient venir également de l'extérieur. Donc je me suis dit peut-être d'ici la fin du mois, ça va voilà, aller mieux et tout. Et je pourrais faire ce pourquoi je suis venu. Sauf que depuis le mois de mars, les personnes que je devais rencontrer ne sont toujours pas là et les frontières sont toujours fermées à Dakar à l'heure actuelle. Donc, j'étais vraiment dans cette position-là de, voilà, le ciel m'est tombé sur la tête, mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, c'était vraiment compliqué à gérer parce que quand tu viens pour un séjour que tu n'as pas planifié, donc financièrement parlant, ce n'est pas pareil, de la logistique, etc. Parce qu'un voyage, un séjour, ça se planifie, même si c'est chez toi et tout. Il y a quand même certaines choses que tu sais que tu vas faire, et etc. Donc, au début, c'était compliqué. Puis, le mois d'après, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était plutôt l'occasion de pouvoir faire certaines choses que j'avais toujours prévu faire, c'est-à-dire m'occuper beaucoup plus de moi et voilà, certains projets que j'avais planifié faire, mais que je n'avais jamais le temps de faire. Ça, c'est de un. De deux, ça m'a également donné cette occasion-là de pouvoir voir l'Afrique autrement. C'est-à-dire que la situation telle qu'elle est décrite à la télé, chez les Occidentaux, je vais dire, n'est pas la même qu'on vit en Afrique. C'est-à-dire que c'est la même maladie, mais nos réalités d'ici, en fait, font qu'on ne la vit pas de la même façon. Cette autre facette-là de l'Afrique, de prendre des choses beaucoup plus positivement et de pouvoir développer d'autres projets que je n'aurais jamais pu développer si je m'étais juste laissé dans la tête cette impression de c'est juste là pour bousiller mes plans, etc. Voilà. Ok, excellent. Donc ça, c'est, en fait, on voit deux phases dans ton approche. En fait, la première phase où tu n'avais pas accepté en fait la chose et la seconde phase où tu as composé avec pour avoir les résultats que tu as aujourd'hui. On aura l'occasion de parler en fait des résultats. Merci. Docteur Kéry, et toi, comment est-ce que tu as abordé en fait cette question? Je pense un peu comme Morel, parce que en fait, au début, nous avons vu la crise venir d'un peu de loin. C'était en Chine. On se disait, en fait, c'est loin. Ça ne va pas nous atteindre comme certaines autres crises sanitaires qui ont débuté en Chine et qui sont restées là-bas. Mais petit à petit, ça a commencé à prendre le monde et arriver en Afrique. Au début même, on parlait et puis on n'y croyait pas jusqu'à ce que la maladie devienne réalité. Et je voudrais dire que chez nous, dans mon service, on est parti très rapidement en confinement, en autoconfinement. C'est-à-dire, on a commencé à travailler de la maison et on a commencé à apprendre en fait le télétravail avec tous les avantages et les inconvénients. La difficulté à faire la différence entre le temps professionnel et le temps personnel, les heures à rallonge qui n'en finissent pas. Et après, il a fallu en fait essayer de s'adapter pour trouver un équilibre, pour pouvoir en fait survivre dans cette situation. Surtout que quand tu es en autoconfinement, quand tu vis seul, c'est assez difficile parce que le téléphone ne peut pas remplacer en fait les liens sociaux. Ce qui fait que, bon, à un moment donné, il faut sortir de la psychose, essayer de renouer des liens humains, des liens sociaux, de sorte en fait à rester ce que nous sommes, à garder cette part d'humanisme qui est en nous. Donc, en gros, voilà comment en fait personnellement j'ai assez vécu la crise.
D'un point de vue professionnel aussi, c'était une période très stimulante dans la mesure où il fallait essayer de contribuer en fait à l'élan de mobilisation des ressources en fait pour soutenir les différents pays. Au niveau nous à notre niveau en tant qu'évaluateur, c'était d'essayer de voir en fait dans les différentes crises qui se sont passées, par exemple la crise Ebola, quelles sont les leçons qu'on a pu tirer et comment ces leçons en fait peuvent en fait guider en fait l'intervention de la banque dans les différents pays pour avoir le meilleur impact. Bon, c'est génial ça. Je pense que les approches sont assez intéressantes. D'un côté, en fait, il y a eu, je pense, la part d'acceptation de la situation et d'un autre côté, en fait, c'est composer avec la situation pour voir ce qu'on en tirait de meilleur. Et donc, comme le thème d'aujourd'hui le dit, en fait, c'est l'Afrique qu'on essaie de regarder. Et on a vraiment vu au niveau personnel comment est-ce que on a vécu cette situation. Mais pour vous aujourd'hui, en fait, la question que je veux vous poser, c'est vous êtes dans différents secteurs d'activité, donc au niveau de la banque, au niveau de la chirurgie dentaire, au niveau du digital, et Gloria n'est pas là, mais sinon Gloria, elle est entrepreneur. Donc, vous touchez un peu à différents secteurs. Et comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui évaluer l'impact de cette crise-là sur les différents secteurs d'activité en Afrique, en général, et peut-être si possible dans vos différents secteurs? On va repartir avec Morel. Alors, par rapport à mes différents secteurs d'activité, lorsque je prends le cas de mes études, la chirurgie dentaire. La chirurgie dentaire, c'est une spécialité, on va dire, qui est très pratique. C'est-à-dire que dedans, tu ne peux pas faire une consultation en chirurgie dentaire juste à distance comme ça, en tout cas dans notre contexte africain, où tu n'as pas de télémédecine encore dans ce secteur-là. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut améliorer nos équipements de protection individuelle pour pouvoir soigner les patients. À un moment, dans la chirurgie dentaire, tout ce qui était dentiste et apparenté, on a carrément arrêté de soigner les patients. On prenait peut-être les urgences. Moi, quand il y a des gens qui me contactaient et que je redirigeais vers tel ou tel cabinet, à chaque fois, on me dit, on a refusé de me recevoir, on a refusé de me recevoir. Ou parfois, il faut que le patient soit dans un état vraiment urgent, en fait, pour qu'on puisse le prendre en charge et qu'on lui fasse le minimum de soins. Mais à l'heure actuelle, déjà, moi, actuellement, par exemple, j'ai repris le chemin de l'hôpital, mais il faut que tu portes un certain type de masque, il faut que tu aies une surblouse, il faut que tu aies une visière, etc. Donc, dans ce secteur d'activité-là, par exemple, on a dû apprendre à mieux se protéger en tant que soignant face à la maladie. Maintenant, dans les autres secteurs d'activité que je touche, là, vous êtes obligé d'aller en mode télé, télétravail. Et comme le docteur Kéré le disait en fait tout à l'heure, là, il devient compliqué. Là, il devient compliqué de pouvoir faire la différence entre son temps personnel et son temps de travail. Moi, je me retrouve à travailler parfois jusqu'à 3 heures du matin avant de me rendre compte que, en fait, j'ai l'hôpital à 7h30 où je dois être, etc. Donc, ça devient un peu compliqué à gérer tout ça parce que tout est dématérialisé, tout devient virtuel. Mais je crois qu'il faut quand même toujours garder à l'esprit qu'une bonne organisation, c'est très important, avec un agenda clair, un peu comme si tu continuais à sortir de chez toi. Tu sais que de telle heure à telle heure, tu fais telle et telle chose et tu te cramponnes à ça. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je peux dire très rapidement. Dernière petite chose, je vous ai dit tout à l'heure que j'adorais en fait participer à l'amélioration de ma communauté en utilisant le digital. Et donc, je fais partie d'un club Rotaract et toutes nos réunions, on a commencé à les faire en ligne. Mais comment aider les gens à travers juste faire des réunions en ligne, ça a été un gros challenge pour nous. Et peut-être après, si on a un peu de temps, je pourrais peut-être expliquer un peu mieux cet aspect-là. Mais voilà, en gros, c'est ça. Ok. Merci, Morel. Et Dr. Kerry?
Je pense qu'à ce niveau, il faut d'abord en fait se réjouir parce que au moins un peu, parce que les prédictions alarmistes en fait ne sont pas advenues, notamment en Afrique. J'aimerais rappeler en fait qu'initialement, selon les estimations de l'OMS, on devait avoir entre 29 000 et 29 et 44 millions de personnes qui allaient être infectées. Et ce qui allait générer entre 89 et 190 000 morts. À la date d'hier, j'ai essayé de consulter les chiffres en fait au niveau de l'Union africaine. Il y avait 348 000, un peu plus de 348 000 cas pour un peu plus de 9 000 morts. Ça, déjà, je pense que c'est une petite bonne nouvelle dans la mesure où nos systèmes, malgré leur faiblesse, ont su faire face. Et tous ensemble, nous avons pu conjuguer les efforts en fait, pour faire face à la situation et minimiser l'impact de cette crise. Il faut aussi voir, en fait, des fois on parle de l'importance de la jeunesse africaine. L'Afrique, c'est un continent qui est jeune. Et je pense que c'est l'importance de cette jeunesse, en fait, aussi qui a contribué, en fait, à réduire l'impact de la maladie, dans la mesure où les développements récents, les recherches récentes, en fait, montrent, en fait, que les jeunes sont moins touchés, en fait, par cette maladie. Donc, on peut voir, en fait, en essayant juste de voir, en fait, cette grande vue de la pandémie, que l'Afrique s'en sort pas mal et en grande partie grâce à sa jeunesse. D'un point de vue économique, en fait, nous sommes en face de l'une des plus grandes crises, en fait, du siècle, en fait. Parce que cette crise, en fait, a des impacts sans précédent. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé, en fait, avec un arrêt complet de certaines industries, notamment, par exemple, la restauration, le tourisme, les transports. Les pays africains se sont retrouvés avec des matières premières stockées soit dans les usines d'extraction, ou dans les champs, ou dans les entrepôts, qui ne pouvaient plus exporter. Donc, cela va se traduire, en tout cas pour 2020, par une récession. C'est-à-dire qu'en début d'année, en fait, selon les chiffres de la Banque africaine de développement, on devrait avoir une croissance qui allait tabler autour de 3%. Maintenant, selon les dernières estimations du FMI, on va plutôt vers une récession de moins 3%, ce qui fait en fait une perte de croissance de 6 points de pourcentage. Donc, l'impact en fait sur l'économie est réel et va se faire sentir dans la mesure où nous avons déjà, même sans crise, nous avons du mal en fait à mobiliser les ressources nécessaires pour financer le développement. Mais il faut aussi saluer aussi la mobilisation de nos pays, de nos partenaires et de nos différentes institutions qui ont su en fait en un temps record mobiliser des ressources énormes. Des centaines de milliards ont été mobilisés par exemple en Côte d'Ivoire, notamment pour faire face à la crise sanitaire, mais aussi pour soutenir les entreprises. Donc, ça, c'est la crise, en fait, elle a des effets négatifs, mais la réponse a été, je ne dirais pas à la hauteur, mais nous avons su mettre en place, à mobiliser toutes nos forces, en fait, pour faire face à la crise. J'aimerais terminer en disant en fait que les pays qui seront le plus touchés économiquement sont les pays les moins diversifiés, c'est-à-dire les pays qui dépendent soit d'une ressource, soit d'un minerai. Parce qu'on transforme très peu nos ressources. Comme on transforme très peu, quand la demande mondiale baisse, on ne peut plus exporter, les prix s'écroulent et donc du coup même nos recettes d'exportation vont baisser. Donc par exemple, quand on regarde un pays comme le Nigeria va rentrer en récession cette année. Comparativement, quand on regarde les pays de l'UEMOA, c'est vrai que ces pays sont plus diversifiés. Ce qui fait qu'on avait une croissance prévue de 6% et aujourd'hui, l'UEMOA table sur une croissance de 2,6%. C'est vrai que cette croissance de 2,6% est faible, mais elle met en lumière le fait et la nécessité pour nos pays en fait, de se diversifier, de ne pas se baser sur une matière première et de transformer le plus possible nos matières premières avant exportation. Ok, merci beaucoup, Dr. Kéré. Je pense que ça, c'est assez intéressant avec tout ce que vous m'aurez rajouté. Je pense qu'on a Gloria qui nous rejoint. Et finalement, salut Gloria. Bonjour, je suis là, enfin. Je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Ouais, je pense qu'on avait besoin d'une présence féminine pour donner une touche
une touche équilibrée, je peux dire, à cette discussion. Bien sûr, je suis là et puis je repartirai plus, je crois. Donc, bienvenue et je vais te laisser la possibilité de te présenter et puis de nous dire comment est-ce que tu as vécu en fait cette situation à COVID-19 personnellement. D'accord. Alors moi, c'est Gloria Higuet, donc je suis béninoise. J'ai fait tout mon parcours en France, donc j'ai été diplômée de l'École supérieure de commerce de Rennes et ça fait 10 ans que je vis à Cotonou. Je suis responsable d'un concept store qui s'appelle Aphrodisiaque et on fait la promotion du savoir-faire africain. Donc on a de l'art, l'artisanat africain, des saveurs locales, les plantes médicinales et aussi des livres d'auteurs africains. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant notre richesse, quoi. Et comme je le disais dans ma présentation, je suis passionnée de développement personnel et j'accompagne les jeunes, en fait, à une prise de conscience que le développement de l'Afrique passe par nous et qu'on est les leaders de demain. Donc voilà un peu, j'essaye de faire vite vu que j'ai rejoint un peu plus tard. Alors le Covid nous a vraiment très très impacté dans mon secteur d'activité parce qu'étant donné que je suis dans l'artisanat justement, il faut savoir que c'est plutôt les Occidentaux, les expats qui sont friands de ce genre de produits et ils sont tous partis. Donc littéralement de mars à début juin, vide. On n'avait personne à la boutique, donc il a fallu réajuster. Travailler à temps partiel, faire des départs négociés de mon personnel. Donc, en termes de trésorerie, c'était très, très, très difficile. Mais on a essayé de développer d'autres alternatives comme le commerce en ligne et puis aussi privilégier les livraisons parce qu'il faut continuer à faire tourner la machine de toute façon. Donc, on a essayé au mieux. Donc, voilà un peu comment on a été impacté par le Covid. Ok, excellent. Merci beaucoup, Moya. Je pense que ta contribution est intéressante. C'est un peu comme, je pense, Dr. Kéré en parlait tout de suite. Il y a eu des situations, comment je peux dire, des secteurs qui ont été fortement frappés par la crise en fait, sanitaire, dont le tourisme, la restauration et en fait, d'autres secteurs comme ça. Et je pense que ton intervention vient ici marquer clairement que oui, il y a eu un véritable impact. Et donc, avec Dr. Kéré et Morel, nous avons vu tout de suite un peu l'impact en fait, général de cette crise sur les différents secteurs d'activité en Afrique. Et moi, la question que je m'aurais posée, je pense qu'on va commencer cette fois-ci avec Gloria, c'est de savoir en fait comment est-ce que pour vous, cette crise-là va transformer le monde entier et plus précisément en fait l'Afrique. Aujourd'hui, on entend parler de... Oh, elle est encore partie. On entend parler de... Donc, Morel, tu vas te préparer alors. On entend parler de New Normal. Voilà, le nouveau normal, le nouveau monde dans lequel on vit. En fait, tout ce qui va changer, tout ce qui va évoluer. Bon, pour vous personnellement, comment est-ce que le monde va changer et comment est-ce que cela va influencer en fait l'Afrique en général? Je n'ai pas bien entendu la fin. Comment est-ce que ça va influencer? Oui, en fait, le monde, puisqu'on rentre dans un nouveau monde, en fait, Okay. comment est-ce que la crise va transformer le monde dans lequel on vit et plus précisément l'Afrique, puisque c'est là où nous sommes? Ok, d'accord. Le monde, en fait, on est déjà dans le nouveau monde. On n'est plus vraiment, je pense personnellement que à cette étape-ci, nous ne sommes plus en fait dans la période charnière où on se demande à quoi va ressembler le nouveau monde parce qu'on y est déjà, en tout cas en Afrique. Parce que comme le docteur l'a dit tout à l'heure, en fait, Ça y est, de retour. Ok. Donc, je termine quand même. D'accord. Donc, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, en fait, en Afrique, nous n'avons pas été touchés comme de la façon dont tout le monde pensait. Mais il fallait quand même prendre des mesures. Donc, on a commencé avec les masques. En tout cas, là, je parle du cas du Bénin parce que c'est là que je suis actuellement. Je suis à Cotonou. Donc, ici, où le port de masque, il est obligatoire, où le lavage des mains, il est systématique. Avant d'entrer dans n'importe quelle boutique, n'importe quelle pièce, il y a toujours un dispositif de lavage qui est là. Donc, c'est déjà ce à quoi le monde de demain dans les pays qui n'ont pas encore adopté tout ça, c'est un peu à ça que ça va ressembler. Parce que, qu'on soit clair, la maladie ne s'en ira pas du jour au lendemain, en fait.
c'est quelque chose. En fait, il va falloir vivre avec, un peu comme on vit avec la grippe, un peu comme on vit avec le VIH/SIDA. Ça va pas partir. Ça, c'est déjà c'est du point de vue général. Mais dans mon secteur d'activité principale, la santé bucco-dentaire, donc le métier de dentiste, à l'heure actuelle, on ne peut plus faire en fait d'actes sans avoir un certain minimum d'équipement pour éviter de se contaminer soi-même et donc de contaminer son personnel, sa famille et ses différents patients. La période charnière pour nous, c'était la période où on refusait de soigner les cas qui étaient non urgents. Mais à l'heure actuelle, certains ont déjà repris le boulot. En tout cas, moi, de mon côté, là où je travaille, on a déjà repris le boulot et pour travailler, donc on a droit à un certain type d'équipement qu'il faudra utiliser. Donc, je pense que l'Afrique, en tout cas dans moi, mon secteur d'activité est quand même assez en avance. Parce que vu qu'on n'a pas le système sanitaire pour pouvoir soigner les patients comme il faut, surtout les cas graves du COVID-19 là, nous sommes obligés de mettre l'accent sur les mesures de prévention. C'est pareil avec le sida. Il vaut mieux prévenir le sida que de chercher à le guérir avec, comment on appelle ça, les histoires de trithérapie, les médicaments, etc., à prendre régulièrement. Donc, le monde de demain va ressembler à de la prévention. Et l'Afrique, c'est déjà le monde de demain parce que nous n'avons pas les moyens de pouvoir soigner comme il faut. Donc, nous sommes obligés de mettre l'accent sur la prévention et sans le savoir, en fait, on est déjà rentré dans le monde de demain. Donc, beaucoup de commerces comme celui de Gloria ont privilégié tout ce qui était livraison, vente en ligne, etc. Donc, au niveau, par exemple, du Rotaract également, beaucoup de nos réunions étaient également en ligne. Et pour faire des dons, il fallait respecter les mesures de la distance de sécurité, etc. Donc, pour moi, c'est un peu à ça que va ressembler le monde de demain et nous y sommes déjà en fait en Afrique. Ok, génial. Merci Morel. Donc, Gloria, on va aller avec toi. En fait, la question, c'était de savoir comment est-ce que le Covid va transformer le monde ou bien comment le Covid a transformé le monde et plus précisément l'Afrique en fait. Oui, en fait, pour moi, c'est... Ah ok, tu reconnais pour Gloria, c'est ça, bien pour moi? Non, je reconnais pour Gloria. Mais je pense qu'elle est... Okay. Voilà, avec Dr. Thierry. Je pense, comme Morel l'a dit, en fait, nous sommes déjà dans le monde de demain. Et je pense, en fait, que la COVID-19 va accélérer, en fait, le mouvement vers ce monde-là. Notamment, nous allons aller de plus en plus vers une digitalisation accrue dans tous les domaines. Même d'un point de vue professionnel, je pense qu'après cette crise-là, les gens avaient, les entreprises avaient peur du télétravail, en tout cas pour celles qui n'étaient pas habituées. Mais aujourd'hui, les gens se rendent compte que le télétravail, les gens travaillent même souvent plus. Donc, les gens n'ont plus peur. Donc, il y aura, par exemple, dans le monde professionnel, une généralisation du télétravail, au moins partiellement. Et je pense, d'un point de vue politique et économique, la maladie à COVID-19 va changer fondamentalement beaucoup de choses. On s'est rendu compte du jour au lendemain qu'on est dépendant du monde et plus particulièrement de la Chine, de la fabrication de certains trucs aussi basiques que le masque. Du jour au lendemain, on a vu en direct sur France 24 les États-Unis et la France se battre sur un tarmac juste pour une cargaison de masques. Et ça, c'est des choses qui marquent et qui changent fondamentalement les choses. Il y a une prise de conscience collective au niveau mondial qui va amener les pays à se replier sur eux-mêmes, au moins d'un point de vue des industries stratégiques. Chaque pays va essayer, au moins dans sa zone économique, pour les pays par exemple, la France, ce sera l'Union européenne. Pour les pays comme le Bénin, le Burkina ou la Côte d'Ivoire, ça va être autour de l'UOMOA avec le Grand Nigeria à côté dans le cadre de la CEDEAO. Essayer de développer en leur sein, en fait, ces industries stratégiques-là. De sorte que si demain, il y a une nouvelle crise, qu'on puisse s'en sortir. Si demain, il y a une nouvelle crise, qu'on puisse, en fait, avoir les éléments essentiels, au moins pour faire face au début, de sorte à pouvoir s'en sortir. On a vu quand la crise a commencé, les pays comme la France, les pays comme le Maroc, ils ont pris les stocks de masques existants. Même les réactifs pour faire les tests.
les réactifs pour faire les tests. Dans beaucoup de nos pays africains, on les avait pas. Dans beaucoup de nos pays africains, par exemple, quand on prend le cas de la chloroquine, il y a des, quand je prends par exemple le cas du Burkina, il y a une usine de chloroquine, de Nivaquine qui était là, qui a été fermée à un moment donné, qu'ils ont réactivé avec la crise, mais il fallait les activateurs. Je pense que Morel connaît ça plus que moi. Les activateurs qu'on n'avait pas, qui étaient fabriqués principalement en Chine et en Inde. Juste pour vous dire en fait qu'il y a une prise de conscience collective au niveau des États de la nécessité d'avoir des industries stratégiques. Ça, c'est un. De la nécessité de transformer le plus possible nos matières premières. Aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, la dernière fois, je regardais, on disait qu'il n'y avait plus d'exportation de cacao. Qu'est-ce qu'on va en faire? Parce qu'on ne les transforme pas, on les exporte tels qu'ils sont. Donc maintenant, on est obligé de les stocker, à attendre. Quand on regarde ailleurs, c'est valable dans beaucoup d'autres secteurs, en fait, que ce soit dans le secteur de l'alimentation. Il y a beaucoup de nos produits qui sont importés, alors qu'on a la capacité de les produire sur place. Je pense que dans les relations politiques et économiques mondiales, il y aura un repli, en fait, au moins une relocalisation ou un développement d'industries stratégiques dans les différentes zones économiques pour faire face, en fait, à de nouvelles crises et aussi pour le bien des populations. Parce que de nouvelles entreprises, ça signifie de l'emploi, ça signifie de la valeur ajoutée, ça signifie des salaires, ça signifie sortir de la pauvreté. Je pense que vos points sont assez intéressants. Diversification des secteurs d'activité. Il y a Maurice qui a parlé d'un point que je trouve assez intéressant. On vit déjà dans le monde de demain avec en fait, la prévention qui devient un peu la norme. Donc, aujourd'hui, les gens ne vont plus forcément aller vers le curatif, mais plutôt vers la prévention. Donc, on ne va pas aller vers le problème, on va plutôt anticiper en fait, sur les problèmes qui arrivent. Il y aura une très forte, on fait face à une très forte digitalisation. Là où on était frileux sur le télétravail, on se rend compte que finalement, ça reste une des meilleures options en termes de productivité. Au final, une réduction de la dépendance vis-à-vis des autres pays développés et puis un développement d'industries stratégiques locales qui vont stimuler en fait la production intérieure. Et donc, je pense qu'il y a Marc qui a posé une question et je pense que je vais rebondir dessus pour vous poser la question suivante. C'est vrai qu'à nous écouter, les participants peuvent avoir l'impression qu'il n'y a que des aspects négatifs en fait dans cette crise à Covid-19. Et donc, moi, je vais vous poser la question de savoir est-ce qu'il existe aujourd'hui de réelles opportunités à saisir ou plutôt de réelles menaces qu'il faut prendre en compte pour la jeunesse africaine dans son processus de développement de croissance. Et pourquoi est-ce que je pose cette question? On est tous conscients, peut-être on est à 60% en fait de jeunes ici en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Et dans nos pays, la jeunesse représente en fait la grande majorité. Et donc, cette jeunesse, plusieurs en parlent, elle peut être soit le fer de lance en fait, du développement, soit en même temps la bombe qui va finir par détruire en fait, cette partie du monde. Parce que si on n'est pas en train d'être productif et de tendre vers quelque chose, on aura l'effet inverse en fait. Parce que voilà, ça marche dans un sens ou dans l'autre. Et donc, est-ce que pour vous, cette situation-là apporte des opportunités, si oui, lesquelles, ce que vous voyez, et s'il y a aussi des menaces sur lesquelles il faut peut-être faire un peu attention? On partira encore avec Morel. Alors, par rapport à ta question, est-ce qu'il y a des opportunités à choisir, à saisir plutôt? Déjà, personnellement, déjà, je suis le genre de personne à dire que il y a des opportunités dans toute situation, qu'elles soient mauvaises ou moins bonnes ou inattendues, il y a des opportunités à saisir. Comme le docteur l'a dit, nous assistons en fait, et tout ça un peu la norme, à un repli des pays en fait sur eux-mêmes, tout au moins dans leur zone géographique. Donc, je pense que en tant que jeune, en tant que promoteur de nouvelles idées, parce que les jeunes en fait, ça fournit des idées dans nos têtes. C'est de voir un peu en fait ce dont nous sommes privés à l'heure actuelle. À quoi nous avons toujours été habitués? À du chocolat par exemple. À l'heure actuelle, nous sommes privés de chocolat parce qu'il y a moins d'import-export. Donc, pensez à pouvoir faire du chocolat
chocolat avec le cacao, en fait, qui est là, qui est stocké, qui va se gâter si on n'en fait rien, en fait. Donc, je pense réellement que c'est juste, en fait, une nouvelle face du monde et qu'il y a des opportunités. Il n'y a pas que la maladie qui existe. Vu qu'il y a beaucoup de choses qui ne nous sont plus accessibles, comme avant le chocolat, c'était juste un exemple. Mais même dans le domaine des transports et logistiques, dans le domaine de la communication, tout a changé, en fait. Tout a vraiment changé. Et donc, l'occasion de pouvoir, c'est l'occasion de pouvoir, être créatif en tant que jeune, de pouvoir être créatif, de confronter ces idées rapidement, en fait, à la réalité là, et de pouvoir évoluer avec. Parce que là, vu le contexte, les entreprises ne peuvent plus, on va dire, aller d'un pays à un autre ou d'un continent à un autre aussi facilement qu'avant. Parce que l'une des choses qui étouffe également les initiatives locales, c'est la concurrence des plus grosses entreprises qui viennent en général de l'extérieur. Donc, si tu n'as plus cette possibilité-là en tant que grosse entreprise de t'implanter en Afrique à cause de la crise du corona et consorts, ça donne, selon moi, après l'expert du domaine va parler, donc ça donne selon moi en fait cette possibilité-là, cette chance en fait à des initiatives locales de pouvoir commencer, de pouvoir se confronter rapidement à la réalité et d'améliorer, de changer, de faire une proposition de valeur qui puisse être durable dans le temps. Parce que c'est également un autre problème. Les initiatives locales, c'est bien. On applaudit tous sur Internet, mais au bout de quelques temps, on se rend compte que ça ne vit. Donc, je pense que c'est réellement une grosse opportunité là, comme ça, qui nous est offerte de pouvoir, en fait, se réinventer pour les entreprises qui existaient déjà, mais pour également sortir des idées créatives, parce qu'on sait que les jeunes sont très créatifs et encore plus les jeunes africains, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas et nous sommes obligés d'imaginer tous les stratagèmes possibles pour pouvoir y arriver. Donc, je pense que c'est réellement une super opportunité, en tout cas à mon sens, hein, de pouvoir en fait créer de nouvelles choses. Parce que par exemple, les masques, on ne faisait pas de masques en Afrique. À part ma connaissance. Et quand je parle d'Afrique, je parle d'Afrique de l'Ouest. Je sais qu'au Maroc, on en fait, mais on ne faisait pas de masques, en tout cas pas de masques barrières, comme c'est devenu la norme à l'heure actuelle. Mais avec cette crise-là, beaucoup de gens qui travaillent le pain sont obligés de pouvoir créer des masques. Donc, voilà, c'est pas du jour au lendemain que ça va finir. On va continuer à utiliser des masques. Et voilà. Donc, c'était ce que j'avais à dire pour ne pas prendre trop de temps. D'accord. Excellent. Et je pense que Gloria, on va te prendre pendant que tu es encore là. J'espère que tu vas Oui, je suis là. On voulait savoir pour toi quelles sont les opportunités que tu vois en fait pour l'après-Covid ou bien pour le Covid, autour du Covid, parce qu'on a un beau monde dans lequel on vit et on ne peut pas le nier. Donc, pour toi, quelles sont les opportunités que tu vois, ou plutôt s'il y a des menaces à prendre en compte pour la jeunesse en fait africaine, parce que la jeunesse représente voilà, la grande majorité de cette partie du monde. Et qu'est-ce que cette jeunesse peut vraiment faire pour profiter, je veux dire, pour surfer sur la vague de cette nouvelle saison qui s'ouvre? Alors, merci beaucoup pour la question. Moi, je pense que je vois beaucoup d'opportunités parce que déjà, quand on voit comment on a géré la crise, c'est-à-dire que on fait partie du continent le moins touché, de par un peu notre potentiel en termes de système immunitaire, j'ai envie de dire. Et il faut pas qu'on oublie aussi nos ressources en termes de plantes médicinales, parce que en Afrique, on est très habitué à prendre des tisanes constamment, donc ça fait partie de notre culture, de notre mode de vie, et tout ça a aidé. Donc, il faut qu'on saisisse ça un peu comme une opportunité pour reprendre confiance en nous et nous positionner au plan mondial sur vraiment nos savoir-faire, en fait, en termes de traitement autre que les produits chimiques, et qu'on revienne à la pharmacopée, par exemple. Donc, c'est une belle opportunité, ça, pour nous, et d'aider à soigner le monde entier. Et au-delà de ça, on a une population jeune. Donc, les jeunes ont un système immunitaire plus robuste. Donc, les jeunes peuvent travailler, ils peuvent créer et surtout comprendre quoi, qu'ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs en Occident
et qu'on a tout ici en Afrique. Et il y a des possibilités de développer tellement de business en ligne. Vraiment, je pense qu'il faut qu'on saisisse cette opportunité-là. Aujourd'hui, plus personne n'a envie d'aller en Occident parce qu'on a peur. On a peur d'être malade, tout simplement. Et du coup, le fait de pouvoir valoriser, le fait de rester chez nous, donc c'est maintenant ou jamais qu'on va développer notre savoir-faire, tout simplement. Donc vraiment, moi, je vois ça comme une belle opportunité. C'est excellent. Merci. Peut-être que tu restes avec nous jusqu'à la fin. Ça n'a pas été facile. Vous avez vu les décors, j'ai changé de pièce, j'ai changé de téléphone. Non, mais bravo, bravo. Ça, tu nous montres que c'est possible, en fait, d'y arriver. Ouais. Ah, il faut rester déterminé, je vous jure. Jusqu'au bout. Et là, je suis bien avec vous, je ne partirai pas. Super, super. Alors, docteur Thierry, qu'est-ce que toi, tu vois, en fait, comme opportunité ou comme menace, en fait, pour cette saison? Je pense qu'il faut déjà dire, en fait, que les jeunes, dès le début de la crise, ont commencé à saisir les opportunités. Quand Gloria en a parlé, Morel en a parlé, et dès que la crise a commencé, par exemple, dans le domaine du textile, les gens se sont dit, mais on n'a pas de masques, on a du mal à importer des masques, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens ont commencé à fabriquer des masques. Ils n'ont pas entendu les gouvernants pour venir leur dire qu'il faut fabriquer. Ils ont commencé à fabriquer des masques grand public distribués partout. On a vu dans certaines universités africaines, au sein de certaines universités africaines, des jeunes ingénieurs avec leurs professeurs qui ont fabriqué des respirateurs artificiels, made in Africa. Et on a vu la mobilisation dans les hôpitaux, dans les pharmacies, pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Tout ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas le faire avant la crise. Mais dès que la crise a commencé, les gens se sont dit, ben, voilà, il faut s'en sortir, il faut qu'on mobilise nos forces, il faut que chacun apporte son expertise. Les gens ont apporté. Et c'est grâce à tout ça que nous avons pu faire face à la crise et que la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. Mais j'aimerais rebondir sur quelque chose que Morel a dit. Il avait pris l'exemple du chocolat. Il faut en fait qu'on commence à regarder de plus près en fait la structure de nos économies. Quand tu regardes par exemple le chocolat, le cacao, les deux principaux producteurs de cacao, c'est la Côte d'Ivoire et puis le Ghana. En Afrique, on exporte en fait 69% de fèves de cacao brut dans le monde, mais seulement 16% de cacao moulu. Quand vous regardez la différence entre le cacao brut et le cacao moulu, en fait, la technologie pour passer du cacao brut au cacao moulu, c'est pas de la haute technologie. C'est quelque chose qui est accessible à nos États. C'est quelque chose qui est accessible à nos jeunes, qui est accessible à nous tous. Alors que le simple passage du cacao brut au cacao moulu, ça fait augmenter le prix du cacao 2 à 3 fois plus. Donc, vous voyez, en fait, du jour au lendemain, la Côte d'Ivoire, par exemple, en faisant cette petite transformation, est capable de multiplier par 3 ses recettes d'exportation de cacao. C'est des choses simples, c'est des choses que nous sommes capables de faire. Et quand on regarde un pays comme la Côte d'Ivoire qui produit du cacao depuis la nuit des temps, c'est uniquement en 2015 qu'il y a eu l'implantation de la première usine de fabrication de chocolat. Tout ça, en fait, derrière, en fait, il faut voir en fait que ce que nous sommes en train de dire, il y a tel problème, mais comme Gloria l'a si bien dit, derrière chaque problème se trouve en fait une opportunité. C'est une opportunité pour nous jeunes de saisir. Il ne suffit pas d'identifier les problèmes et de s'asseoir. Il faut identifier les problèmes et essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons nous insérer en fait dans ces chaînes de valeur-là, prendre notre part en fait de responsabilité. C'est des sources d'emploi, c'est des sources de revenus pour des millions de gens. Et ce qui est valable pour le cacao est valable pour d'autres secteurs. Même si on reste dans le domaine de l'agriculture, par exemple, tu regardes l'anacarde. L'Afrique est le principal producteur d'anacarde. Mais qu'est-ce qui se passe? On produit la noix de cajou, on exporte vers l'Asie et vers le Brésil pour qu'ils aillent décortiquer, griller, empaqueter et envoyer vendre en Europe. Je ne pense pas que nous soyons incapables de décortiquer, de griller des noix de cajou pour pouvoir les empaqueter pour les vendre. Juste pour dire, les opportunités, elles sont là, elles foisonnent.
Et la crise nous a montré que si nous ne sommes pas capables, si on était capable de faire cette transformation-là, pendant que le marché mondial est arrêté, nous sommes capables de faire cette transformation-là, stocker nos produits et les exporter juste après la crise. Aujourd'hui, nous avons des tonnes de cacao, des tonnes d'anacards qui sont attendent d'être exportés. Et au même moment, nos paysans, nos agriculteurs sont en train d'attendre leur revenu. Vous voyez, c'est ça en fait qui crée le problème. Et ça va au-delà. Quand tu prends par exemple dans le domaine du pétrole, le Nigeria est le premier principal producteur de pétrole. Mais le Nigeria importe 92% de sa consommation de pétrole brut lubrifié. Bon, vous voyez, c'est autant de problèmes, mais derrière chaque problème se trouve une opportunité. Et c'est ce qu'il faut que nous, les jeunes, nous comprenions. Par exemple, quand on regarde dans le cadre du Nigeria, Dangote a saisi l'opportunité, il est en train de construire en fait la plus grande raffinerie en Afrique. Et à l'horizon 2022, le Nigeria sera exportateur net de pétrole lubrifié. Vous voyez, nous devons regarder en fait ces gens, nous devons regarder ce qui se passe autour de nous. Nous devons regarder comment les autres arrivent à saisir les opportunités et nous aussi saisir. Il ne s'agit pas d'aller mettre des centaines de milliards de dollars dans une raffinerie parce que nous n'avons pas ces moyens-là. Mais à chaque petite échelle, nous sommes capables de le faire. Dangote a commencé petit, il est devenu grand. On en discutait avec Daniel juste avant que ça commence. Mais c'est comme ça que les choses se font. Il faut le faire doucement, patiemment, mais il faut saisir les opportunités, il faut être réactif. Et c'est ce que nous avons fait dans le cadre de la crise en ce qui concerne le masque, les respirateurs, le gel hydroalcoolique. Et nous devons maintenant, après la crise, étendre ça dans les autres secteurs. Donc, excellent. Je pense que le point est vraiment, vraiment bien pris. Il y a des opportunités et il faut les saisir. Et voilà, on va y aller avec les questions des participants. Et voilà, je vais prendre une question à adresser à l'un d'entre vous pour qu'on puisse maximiser sur le temps. Mais moi, j'ai une question. Quand vous dites tout ça, je suis très content, mais est-ce que la jeunesse africaine, moi, je pense que, est-ce qu'on n'est pas un peu peureux, en fait, à la limite? Parce que je vois toutes ces opportunités, mais je ne vois pas beaucoup de jeunes, en fait, se lever pour aller, je peux dire, saisir ces opportunités. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi à ce niveau? Est-ce que la jeunesse, finalement, on n'a pas une jeunesse qui est devenue peut-être tellement peureuse, tellement passive, que finalement, elle ne peut même pas se mettre en mouvement pour aller faire ce qu'il y a à faire? Je ne sais pas ce que vous pensez, mais si une personne peut donner son avis, Morel est le plus jeune parmi nous. Donc, il n'y a pas de problème. Vas-y, Morel. Je pense que ce que tu n'as pas appris à faire, tu ne peux pas le faire. Okay. Si depuis, là, quoi, moi, mon pays, là, quoi, 60 ans d'indépendance, si en 60 ans d'indépendance, ce qui a été promu, ça a toujours été va étudier à l'extérieur ou attends, va travailler dans un bureau, etc. En fait, ce n'est pas du jour au lendemain que les gens prendront des initiatives. Si moi, à mon niveau, par exemple, au bout d'un moment, j'ai dû me dire non, arrête de te... Oups, je pense qu'on l'a perdu. Moi, je n'entends plus. Je n'entends plus non plus. Ouais, je t'entends, mais c'est lui qu'on n'entend plus. Oui. Ah bon, d'accord, il est parti de la salle, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on va je pense qu'il revient, j'espère que... C'est bon, Morel, tu nous entends? Allô? Oui, c'est bon, vas-y. Désolé, j'ai été déconnecté. Donc, si je n'avais pas toujours eu cette culture-là en moi, je n'aurais pas pu, en fait, penser comme ça. Je pense que, en fait, cette jeunesse-là a besoin d'être rééduquée. Nous, en tant que jeunes, c'est un peu notre responsabilité, en grippe, je veux dire, de pouvoir parler avec d'autres jeunes comme nous et inspirés par notre exemple. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je suis un griffe, un modèle, ou si j'ai par exemple une bonne attitude dans un certain domaine, les gens autour de moi en fait seront touchés. Donc, je pense véritablement que cette jeunesse-là n'est pas paresseuse en fait, en tout cas, ou n'est pas paresseuse parce que voilà, elle voit et ne veut pas faire forcément, mais c'est juste parce que
elle ne l'a pas appris, en fait. On n'a juste pas appris à faire ça. Donc, les opportunités sont là. Je pense que c'est... On a besoin, en fait, que dans le système éducatif, aussi bien à l'école qu'à la maison, et même dans nos médias, on a besoin de revaloriser, en fait, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses et de faire les choses. Donc, tant qu'on n'aura pas ça, on aura beau avoir toutes les crises de ce monde, toutes les opportunités de ce monde, ça ne va absolument pas changer. Sauf si on vient à un point de rupture où on a tellement faim qu'on n'a plus de solution. Parce que ce qui va se passer, si on ne continue pas si on ne continue, si on ne commence pas à consommer le cacao, par exemple, en chocolat, ce qui va se passer, c'est que les grosses entreprises finiront par trouver un moyen. S'il faut qu'elles lancent, je ne sais pas, des gros cartons du ciel, que ça tombe directement pour pouvoir vendre, ces entreprises-là le feront, en fait, à cause de la part du gain. Donc, c'est un peu une course contre la montre. La crise nous donne le temps. La crise nous donne du temps, en fait, mais ce ne sera pas éternel. À un moment, il faudrait qu'on puisse pivoter. Et je crois que ce genre d'initiative, un peu comme ce webinaire-là, il y a également des amis à moi qui font des lives sur Instagram où on parle de sujets aussi futiles que d'autres aussi utiles et au cours desquels, en fait, on a des échanges qui sont très instructifs, au cours desquels nous rencontrons, en fait, d'autres jeunes qui pensent comme nous et avec qui nous créons des choses, avec qui nous avons des idées et nous pensons, en fait, on apprend l'un de l'autre, on apprend à penser autrement et mieux que ce qu'on fait, en fait. Donc, je pense que c'est réellement par là qu'il faut passer afin de pouvoir obtenir le résultat qu'on veut. Sinon, on aura beau faire tous les webinaires qu'on veut, donner la liste de je ne sais combien d'idées, ça ne va pas changer, en fait, parce qu'on a toujours été habitué à demander. Et on dit que la main qui demande est toujours en dessous de celle qui donne. Donc, c'est de pouvoir rééquilibrer, en fait, ce rapport de force-là pour voilà, espérer un changement réel et durable. D'accord. Merci, Morel. Je pense que la jeunesse, on est d'accord avec toi. Gloria, on ne t'entend pas, ton micro a coupé. Tu peux le réactiver. Tu peux réactiver ton micro. Ouais, et là, vous m'entendez? C'est bon. Oui, là, c'est bien, on t'entend. Ok, d'accord. Alors, je voudrais un peu appuyer ce que Morel vient de dire. C'est vrai, on n'a pas appris à faire et du coup, ça a créé un problème de manque de confiance. En fait, la jeunesse africaine n'a pas confiance en elle et il y a aussi, au-delà de la confiance, un problème d'amour de soi, en fait. En Afrique, en fait, on ne sait pas encore approprier notre propre identité. On ne s'aime pas, j'ai envie de dire. Mais ce qui est positif, c'est que ça change. Moi, je vois les jeunes que j'accompagne un peu. Ils ont 17 ans et 30 ans, mais aucun d'eux ne me parle d'aller étudier à l'étranger. Ils n'ont pas envie. Ils ont envie de rester chez eux. Et au-delà de ça, Aphrodisiaque, quand je vois les créateurs que j'ai, ce sont des jeunes, que ce soit l'art, la peinture, la décoration, la cuisine, la gastronomie. Tout ça, ce sont des jeunes qui font des produits merveilleux avec nos ressources ici. Beurre de karité, beurre de cacao, aloe vera. Vraiment, la liste est longue. Donc, je pense que ça commence déjà à changer. Et donc, c'est à nous, c'est notre responsabilité, c'est ce qu'on est en train de faire, de continuer à communiquer, à ne pas avoir peur de prononcer des mots forts. Nous sommes les leaders de demain. Ça ne va pas venir d'ailleurs, ça vient de nous. On n'attend personne pour notre développement. Donc, il faut qu'on continue à parler, à tous avoir ce langage-là. Et il faut qu'on fasse preuve de solidarité aussi également, parce que ce qui manque beaucoup en Afrique, c'est ça. Tout le monde veut dépasser l'autre, alors qu'on a tous un réel potentiel et tout le monde peut contribuer et il n'y a pas vraiment de concurrence. Il y a tellement à faire qu'il y a de la place pour tout le monde et tout le monde peut contribuer. Donc, vraiment, moi, je suis très positive. Je reste positive parce que je vois déjà le changement dans le discours quand j'échange avec les jeunes et ça promet, je vous assure. Donc, voilà. Génial. Merci beaucoup, Gloria. Je pense qu'on est tous sur la bonne voie. On va prendre la question de Alain. Alain dit que je vois que la pandémie, docteur Kéré, la pandémie est liée une éclosion du digital et son utilisation. Mais il faut noter aussi que l'un des plus gros défis en Afrique, c'est le manque d'infrastructures dans ce domaine. Alors, comment donc organiser tout ça pour permettre à la jeunesse africaine de
opportunités qui se présentent. Désolé, en fait, je n'ai pas entendu, ça crachait. Non, il y a du vent également, en fait, il voit que la pandémie liée au Covid-19 a fait naître une éclosion du digital et son utilisation de plus en plus généralisée. Mais il faut noter que l'un des plus gros défis en Afrique, c'est le manque d'infrastructures dans ce domaine. Alors, donc, comment organiser tout ça pour permettre à la jeunesse africaine de saisir les opportunités qui se présentent? Ok. Je pense en fait que nous les jeunes Africains, nous avons un véritable problème avec les infrastructures. Quand je vois en fait sur la toile, généralement les gens disent ah on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Alors que c'est ça les infrastructures. Les infrastructures, c'est quoi? C'est les hôpitaux, c'est le goudron, c'est tous ces éléments en fait qui nous permettent en fait de connecter, de développer de l'offre d'une part et d'autre part de connecter en fait les centres de consommation au centre de production. Et le rôle, ça c'est le rôle de l'État. Il appartient à l'État de mettre en place ces infrastructures, de sorte en fait à créer les conditions pour que les activités que nous allons développer puissent avoir les meilleures chances de survivre et de se développer. Donc ça c'est un élément primordial en fait. Il faut vraiment que nos États et au cours de ces dernières années, en fait, l'État a pris conscience. Actuellement, je suis en train de travailler sur le Bénin. Quand tu regardes, par exemple, les indicateurs en capital humain, que ce soit la mortalité, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de l'espérance de vie, c'est des choses qui sont en train de s'améliorer. C'est-à-dire que mais discrètement, mais ça s'améliore progressivement. L'État, de plus en plus, est en train de prendre ses responsabilités. Il faut en fait qu'on se dise une chose. On ne doit pas tout attendre de l'État. Ce n'est pas le rôle de l'État de venir créer des entreprises pour nous donner. Ce n'est pas son rôle. Le rôle de l'État, c'est de créer les conditions pour que ça puisse se développer. Il nous appartient à nous maintenant de... Je pense qu'on a perdu ici. Là où ça devenait intéressant. On va attendre encore 10 secondes. S'il ne revient pas, on prendra une question. Ah, ok. Ok, je pense qu'on ira à une autre question. Quand il reviendra, il pourra donner sa réponse. En fait, c'est une question nous voyons bien que les jeunes sont volontaires et comment catalyser cette énergie et la propulser en fait à un autre niveau en termes de soutien à l'écosystème. Donc, Gloria, tu peux y aller. Comment catalyser l'énergie des jeunes? C'est ça, je n'ai pas bien compris. Oui. Les jeunes sont créatifs et volontaires, mais comment est-ce qu'on peut catalyser cette énergie-là et la propulser à un autre niveau? Ben, ça c'est une très belle question. Ben, je pense déjà, en les accompagnant, déjà à leur faire comprendre que ce qu'ils font est très bien et de valoriser et apprécier. Donc, en achetant, j'ai envie de dire, en consommant leurs produits. Parce que ces jeunes-là font énormément de choses, mais il faut qu'ils trouvent un débouché pour ces produits-là. Il faut trouver un marché réel. Donc, je pense que pour catalyser toute cette énergie et la propulser, il faut déjà que nous, Africains, on valorise cela et qu'on achète concrètement. Et plus les jeunes vont voir que leurs produits plaisent, leurs talents sont validés, plus ça va leur permettre d'être propulsés, en fait. Ok. Merci, Gloria. Morel, un point dessus avant de revenir à Dr. Kerry. Ok. Mon point de vue par rapport à ça, c'est que, en fait, ce qui nous manque en Afrique avec tous ces talents-là, c'est un écosystème, c'est un environnement dans lequel chacun, en fait, peut trouver sa place et sa contribution à l'édifice. Parce qu'en général, on est calqué sur je veux devenir la Mercedes de l'Afrique, je veux devenir, je sais pas moi, le Auchan de l'Afrique, je veux devenir le site. En fait, on prend des modèles qui existent ailleurs, qu'on veut genre juste patcher ici, en fait, et ça ne marche pas de cette façon parce que ailleurs, il y a tout un écosystème, il y a différents types de marchés, différentes
différents types de cibles en fait de marché, différentes propositions de produits et de valeurs. Donc, un produit qui, par exemple, coûte, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, 100 000 francs, n'a pas en fait comme cible le grand public. Et en général, il y a ce déphasage-là, en fait, entre les différentes offres du marché et la demande, en fait, du marché. Mais comme Gloria l'a dit également, il y a ce refus-là de vouloir consommer des initiatives locales tout simplement parce que c'est local. Donc, je pense qu'à notre niveau en Afrique, en fait, on a besoin de pouvoir créer tout un écosystème, tout un édifice, en fait, qui soit réellement conforme à nos réalités, qu'il n'y ait pas de déphasage, ou tout au moins, en fait, qu'à chaque niveau, on puisse trouver des demandes qui vont satisfaire, en fait, non, pas des demandes, des offres plutôt, qui vont satisfaire, en fait, un certain type de demande. Et que ça puisse évoluer comme ça. Parce que lorsqu'on est juste calqué dans telle chose marche bien là-bas, je veux juste porter ça ici, ça va jamais marcher en fait de cette façon. C'est un peu comme les jus de fruits. On a beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire, de son cacao, mais on va parler du Bénin, de son ananas. Donc, on sait en fait très bien que les meilleures variétés d'ananas, ça c'est pas un débat, les meilleures variétés d'ananas d'Afrique de l'Ouest en fait, viennent de chez nous en fait, viennent d'Alada au Bénin. Donc, il faut qu'on fasse des jus de fruits avec cet ananas-là. Ici, en fait, est-ce que les briques d'ananas, c'est ça comment on appelle ça? C'est pas en fait ce qu'on connaît le plus en termes de consommation d'initiatives locales, mais c'est plutôt en fait les canettes. Et donc, je pense que les jus de fruits ira, parce que c'est ce à quoi je pense en fait, c'est une entreprise en fait qui fait des jus de fruits, des jus d'ananas en canettes. Donc, eux, par exemple, ils ont une certaine proposition de valeur en termes de prix, mais également en termes de conditionnement qui correspond à un certain type de marché. Donc là, en fait, on est réellement dans un écosystème où si, par exemple, tu as 300 francs, tu as la possibilité de choisir entre le fait d'acheter un coca en canette et une boisson locale, en fait, en canette également. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, ce que je suis en train de dire. Donc, quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent, peut-être 1000 francs pour boire, peut maintenant dire, moi, je ne veux pas boire en canette, pour moi, ça ne fait pas assez chic, je veux peut-être boire en bouteille, ou je veux peut-être boire dans une brique. Donc, c'est réellement qu'il manque, en fait, à mon avis, hein, selon moi, c'est qu'il manque, en fait, ce bain-là où chacun peut se retrouver en fonction de son pouvoir d'achat, mais dans des conditions qui sont quand même plus ou moins bien. Parce que quand tu vas, par exemple, à Auchan, tu as plusieurs types de produits, mais tu as aussi un certain type de service qui va avec. Donc, il ne faut pas qu'on se dise en fait que quand quelque chose est moins cher, ça veut dire que que le service ne va pas forcément être correct. Derrière, il y a un certain minimum en fait. Donc, c'est un peu ça mon point. Je ne sais pas si j'ai pu vraiment dire, mais à cause de l'heure, j'essaye de faire court quand même. Merci beaucoup. Et on va terminer avec Dr. Kéré. Donc, Dr. Kéré, on va te laisser terminer avec la réponse que tu es en train de donner. Et puis, l'autre question dont on est en train de parler, c'est qu'en fait, on voit bien que l'Afrique, ils sont volontaires. Comment, en fait, il faut faire pour les propulser, en fait, dans cette dynamique? On ne t'entend pas. Est-ce que ton micro est ouvert? Allô? On ne t'entend pas. Toujours pas. Donc, à tous les gens qui suivent, il y a une opportunité de discuter avec des plateformes qui sont solides, qui sont robustes. Là, on continue avec des... Il faut qu'on trouve un Internet africain, non? Ça, c'est clair. Non, t'entends toujours pas. Non. On va apprendre à lire les lèvres. Ouais. Ah. Il est parti encore. OK. Bon, on va attendre encore 30 secondes maximum. Mais pendant ce temps, je veux déjà dire merci, en fait. Il prend quelques commentaires. Il y a eu beaucoup de bons commentaires dans le chat. Alain a dit « Je suis tout à fait d'accord avec Morel qui dit qu'il faudrait que la jeunesse s'investisse dans l'entrepreneuriat, qu'elle apprenne à prendre des initiatives pour pouvoir saisir les opportunités qui vont
souffrir. Et il y a un autre commentaire que je trouve assez intéressant, c'est Azaël qui dit, nous, en tant que jeunes, on cherche juste un moyen de faire des revenus passifs. Et donc, du coup, on ne fait pas d'efforts. Donc, ça, c'est vraiment un appel à la jeunesse à faire des efforts. Et docteur Kéréka, c'est bon, tu me dis, hein? On est juste en train de prendre les commentaires. Même si je peux me permettre, Daniel. Docteur Kéréka, c'est bon? Je ne sais pas, vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon, Oui. Vas-y. Ok. Par rapport à la dernière question, j'aimerais dire en fait qu'il faut qu'on travaille à la professionnalisation de nos entrepreneurs. Parce que, en fait, il y a un véritable problème. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression que quand on vient en Afrique, on fait les choses, on fait des choses qui ne sont pas en fait à la hauteur de la concurrence. Si on veut être compétitif, si on veut que nos consommateurs s'intéressent à ce qu'on fait et achètent ce qu'on fait, il faut qu'on soit aussi compétitif. On peut être plus cher, mais s'il y a la qualité, les gens vont adhérer. Par exemple, quand je regarde avec la crise qu'il y a eu au Burkina avec la chute et après la transition qui a amené en fait toute cette histoire qui est arrivée en fait toute cette histoire de Faso Damphani au Burkina. Quand on regarde au début en fait c'est de la cotonnade pas de bonne qualité. Mais au fur et à mesure les gens ont vu, quand ils ont vu l'intérêt des gens, ils ont commencé à améliorer ça, à mettre en place des usines, améliorer la qualité du tissu. Aujourd'hui, tu vois par exemple notre président, il est toujours habillé en Faso Damphani. Souvent, tu te demandes même, est-ce que c'est du Faso Damphani ou pas? Parce que la qualité y est. Quand la qualité y est, même si ça coûte légèrement plus cher, les gens sont prêts à mettre de l'argent dedans. Il faut qu'on essaie de voir, en fait, qu'est-ce qui permet aux autres de produire une telle qualité. Et comment faire pour acquérir, en fait, cette technologie? Comment faire pour mettre de la valeur, de la qualité dedans? Merci. Okay. Merci beaucoup, docteur Kiri. Je pense qu'on arrive à la fin. On a dépassé de 7 minutes, en fait, le temps qui nous était imparti. Et je veux, avant de vous laisser quand même partir, vous donner la possibilité de donner un petit mot de fin. Est-ce qu'il y a une idée en particulier, une pensée, quelque chose que vous voulez laisser à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, à tous ceux qui vont suivre, en fait, ce webinaire, en fait, en différé? Quel conseil, quelle orientation est-ce que vous pouvez donner à la jeunesse pour mieux vivre dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui? On va refaire le tour. On va aller avec Gloria, Morel. OK. Les femmes d'abord. D'accord. Alors, moi, j'ai envie de dire que, comme dans tout problème, en fait, il y a des opportunités. Tout dépend de là où on place sa caméra, en fait. Donc, c'est vrai, le Covid, on en a tous beaucoup souffert. On va certainement continuer à souffrir, mais c'est pas la fin du monde. On va apprendre à vivre avec. Et surtout, comme on l'a vu tout au long de la discussion, il y a tellement, tellement de choses positives qui peuvent en sortir. Donc, il faut que la jeunesse s'efforce, apprenne à regarder toujours le côté positif des choses, d'essayer de voir les opportunités qu'il y a dans chaque situation. Donc, restons confiants, restons positifs et restons solidaires. Et il n'y a pas de raison, on va relever notre continent. Donc, voilà, je ne serai pas très longue, c'est ce que j'ai envie de dire. OK. Merci beaucoup, Gloria. On va aller avec Morel. Donc, encore merci pour l'invitation et pour la qualité des échanges. Ça a été vraiment super d'avoir différents types de profils comme ça avec lesquels discuter. Et je pense que nous, en tant que jeunes, on devrait vraiment s'inspirer de ce genre de discussion et en faire également à notre niveau, pas forcément en ligne, mais genre déjà en discutant avec d'autres personnes de ce genre de sujet-là, parce que l'échange, c'est très important. Donc, moi, ce que j'aimerais vraiment qu'on puisse retenir en tout cas ici, en fait, c'est le fait de pouvoir échanger, mais c'est également la solidarité, comme Gloria l'a dit. Et en dernier point, la professionnalisation de nos offres. Vraiment la professionnalisation de nos offres en fonction des différents types de demandes. Moi, c'est vraiment ce que j'aimerais dire. Les opportunités sont pas. On n'a pas besoin d'attendre qui que ce soit. Et je pense qu'on a besoin de s'épancher encore de long l'âge dessus. C'est maintenant réellement comment faire pour que ces différentes idées-là puissent aboutir et être durables. Parce que moi,
le point le plus important pour moi dans toute initiative, c'est la durabilité, la pérennité, en fait. Voilà. Donc, c'était tout ce que j'avais à dire pour résumer. En gros, encore merci. Et voilà. Merci, Morel. Merci à tous pour cette discussion vraiment très enrichissante. Moi, je voudrais terminer en fait avec une citation de Thomas Sankara que la plupart de nous connaissons. Il disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions condescendantes suspectes d'un maître qui prétend la franchir. Ce qui suppose en fait que nous devons prendre nos responsabilités et bâtir l'Afrique de demain à notre image pour qu'elle reflète nos désirs et les objectifs que nous nous sommes fixés. Personne ne fera à notre place. Ça ne sera pas nos gouvernants qui feront à notre place, ça ne sera pas nos aînés qui feront à notre place. C'est à nous de le faire, de bâtir l'Afrique de demain, celle qu'on veut pour nos enfants et nos petits-enfants. Merci. Merci beaucoup, Dr. Kéry. Et merci, Gloria. Merci, Morel. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Voilà, je vous montre juste mon bloc-notes. Il est plein de notes. Je repars d'ici très enrichi. J'aime ça, en fait, de voir des personnes qui apportent de la nouveauté, qui partagent des idées et avec bienveillance surtout, parce que je sais que vous avez des emplois du temps très chargés, mais vous avez voulu mettre à disposition cette heure-là pour l'Afrique. Je veux vraiment vous dire merci. Merci de nous donner en fait ce temps de votre énergie et pour que en fait nous puissions en tant que jeunesse africaine aller de l'avant. Et donc merci à tous nos participants aussi qui ont été avec nous. Je viens de mettre en fait dans le chat le lien en fait pour la prochaine session que nous allons avoir. Et la semaine prochaine, nous ne serons, ce ne sera pas le samedi, mais Youth Leadership Academy participe à un programme avec l'association Cupertino. Et en fait, le thème est vraiment intéressant. C'est métier d'ingénieur et d'artisan, une opportunité pour une Afrique en plein développement. Métier d'ingénieur et d'artisan, une opportunité pour une Afrique en plein développement. Et ce sera le dimanche 5 juillet à 18h GMT. Donc, pour ceux qui sont intéressés, bien s'inscrire dans le chat. Vous pourrez avoir plus d'informations dessus. N'hésitons pas. Continuons de changer 1 heure, 2 heures par semaine. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit, en fait, avec les expériences des uns et des autres. Donc, sur ce, je veux vous dire excellent week-end à tous et on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, passons à l'action. Passons à l'action, parce que c'est seulement ça qui va nous libérer de ce mal, en fait, que nous maîtrisons. Allez, au revoir. Allez, bye. Bye, merci. Au revoir. Bye.